and gentlemen. Ladies and gentlemen. Right now. Bonsoir à tous. Maxime Wagner, cofondateur de Captain Contrat. L'autre à côté, là, sur la photo, c'est mon frère. On est deux cofondateurs. Je vous raconterai un peu plus tard pourquoi ça a de l'importance dans la manière dont on pense qu'il faut que cette boîte évolue. Juste pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? Parce qu'on est vraiment nul, en tout cas on était vraiment nul sur la vision. Et les premiers salariés de Captain Contrat, dont certains sont là ce soir, s'en rappellent. Et c'est un truc qu'on a vachement bossé et on a vachement compris à quel point c'était important. Et donc, je voulais vous partager ce soir quelques best practices qu'on a pu apprendre sur les 3 ans de Captain Contrat. Alors, juste pour vous dire quelques mots sur Captain Contrat, déjà notre raison d'être, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On va pas mal parler de raison d'être, de vision, de stratégie et de culture. Je reviendrai un peu sur ces termes, mais en tout cas, pour nous, ce qui était important en fait, quand on a créé et ce qui nous drivait au quotidien, et ce qui est un peu notre mission, c'était d'aider les petites boîtes en fait, à se développer partout en France et demain, je l'espère, en Europe. Et en tout cas, c'était de se dire, si on veut créer vraiment de la valeur dans ce pays, il faut qu'on le fasse là où on pense que ça a du sens. Et pour nous, il faut qu'on prenne du plaisir en fait, dans le travail pour créer du sens. Et du coup, et pour apporter de la valeur. Et du coup, c'est plus facile de le faire dans les petites boîtes. On pense que les grosses boîtes vont mourir. Enfin, Philippe pense pas ça, mais moi, en tout cas, je le pense. Et du coup, on s'est dit comment est-ce qu'on peut en fait les aider, ces petites boîtes, à émerger. Comment on peut les aider à se créer. Comment on peut les aider à passer du temps là où elles ont vraiment de la valeur ajoutée et pas là où elles en ont pas. Et notamment le juridique, a priori, c'est pas trop un truc qui est cœur de métier pour la majorité des boîtes. Et donc, on voulait accompagner en fait ces petites boîtes dans leur réussite en rendant le juridique accessible. Et donc, ça avait pas mal d'implications. Et on va même aujourd'hui plus loin, c'est qu'on veut on veut accompagner ces boîtes dans leur réussite en rendant l'administratif accessible. Et le juridique, c'est notre première étape. Alors, ce qu'on est aujourd'hui, c'est une plateforme de services juridiques pour les TPE-PME. En fait, c'est vraiment à destination des dirigeants et c'est pour leur permettre en fait, de gérer toute leur création d'entreprise, rédaction de contrats, modification de société, donc vraiment tous les besoins juridiques qu'une boîte peut avoir. Et pour ça, en fait, on a développé du coup une plateforme en ligne où on a développé pas mal de techno pour rendre les avocats accessibles et pour rendre aussi pas mal de services accessibles. Et donc, ça permet en fait aux dirigeants de gérer vraiment tout son juridique en ligne sur captaincontrat.com. Rapidement, en fait, notre vision produit, en fait, elle est développée en 4 axes. C'est le premier point, c'est en fait le dirigeant de société, il a besoin d'avoir de l'accompagnement et du conseil. Et du coup, nous, c'est de rendre le juridique prédictif, donc de développer des algos pour pousser toujours de la bonne info en avance de phase aux dirigeants pour qu'il n'ait plus à s'en soucier. Le deuxième point, c'est toute la partie en fait conseil, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué de faire appel à des avocats. L'expérience d'achat et l'expérience de collaboration est pas top. Et du coup, nous on crée sur cette plateforme toute une expérience de collaboration avec des algos de matching pour proposer le bon avocat et pour derrière pouvoir collaborer facilement avec lui. Le troisième pilier, c'est toute la partie documents, parce qu'en fait, au début de Captain Contrat, on voulait faire disparaître les documents légaux. On s'est dit qu'on allait créer une nouvelle norme légale qui allait révolutionner le monde. On est un peu redescendu sur Terre et on s'est dit que déjà, si on arrivait à permettre à chacun de générer un contrat en 3 clics, en récupérant les infos un peu partout où on pouvait les récupérer, ce serait déjà pas mal. Et enfin, le quatrième point, c'est toute la partie formalité juridique, donc tout ce qui est l'obligation légale, où là, on a dématérialisé toute la chaîne et en quelques clics, avec la signature numérique et avec la connexion avec les greffes et annonces légales, on peut créer une boîte, grosso modo, en 24 heures et faire toutes les modifications de société. Donc, pas mal d'enjeux et pas mal d'innovations. Du coup, ça m'en fait venir à l'histoire rapidement de Captain Contrat et où on en est aujourd'hui. En fait, ça a été lancé il y a 4 ans. On a développé la boîte pendant 2 ans, un peu en mode bootstrap, donc on n'a pas levé de fonds. On investissait, en tout cas on réinvestissait l'argent de nos clients dans le développement et dans les embauches, jusqu'à se dire à un moment donné, au bout de 2 ans, bon, là on a envie d'accélérer. Pour accélérer, il faut que le cash ne soit pas un sujet. Et donc on a levé 1 million d'euros et 1 an et demi plus tard, on a levé 4 millions d'euros. Aujourd'hui, il y a à peu près 6000 entreprises clientes de Captain Contrat, il y a 50 salariés. Et on a un réseau d'une centaine d'avocats. Bon, et si on arrive à la vision, parce qu'on a parlé de raison d'être, c'est bien. Alors, il y a certaines boîtes, leur raison d'être, c'est de sauver le monde.
Et c'est cool, hein, c'est hyper louable, mais nous, on a trouvé que c'était pas très actionnable. Et donc, même notre raison d'être, elle n'est pas forcément très actionnable. Donc, on s'est demandé, en fait, est-ce qu'on peut la décliner en vision? Et donc, on a décliné notre vision à 5 ans. Et on expliquera un peu, enfin, j'expliquerai un peu plus tard enfin, comment est-ce qu'on a fait ça. Et en fait, nous, c'est d'aider plus de 100 000 TPE-PME européennes au quotidien dans leur administratif à travers des services uniques et personnalisés. Alors, ça a l'air d'une phrase un peu banale, ce truc-là, mais en fait, ça drive pas mal de choses chez nous parce que quand on la décompose un peu, on se rend compte qu'il y a le mot aider. Aider, c'est qu'en fait, on est en soutien de toutes ces boîtes. Il y a bien sûr le nombre de clients qu'on veut et ça affiche un petit peu notre ambition. Il y a au quotidien. Au quotidien, ça veut dire qu'on n'est pas juste une plateforme de service où ponctuellement tu fais appel à Captain Contract quand tu as besoin de créer une boîte. Mais en fait, on est là au quotidien, c'est-à-dire que probablement que notre produit, c'est quelque chose que tu utilises au quotidien et qui est dans ta poche en permanence. Et enfin, dans leur administratif, c'est-à-dire qu'on va plus loin que le juridique, c'est qu'on s'occupe de toute la partie un peu chiante du dirigeant. Et là, on peut aller plus loin que juste du juridique. On peut penser à de la comptabilité, on peut penser à pas mal d'autres services sur le marché pour couvrir tous les besoins. Et ce qu'on n'est pas, c'est Elon Musk ou Steve Jobs. En fait, ce que je disais un peu au début, on n'est pas forcément on n'est pas des visionnaires, nous, à la base. On n'est pas des mecs qui envoyons des mecs sur Mars 10 ans plus tard, alors qu'en fait, techniquement, c'est quand même très compliqué. On est plutôt des mecs qui avons les pieds sur Terre. On est plutôt des architectes, en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce qui nous a botté au départ en créant cette boîte, et c'est encore ce qui nous drive au quotidien, c'est qu'on avait besoin de résoudre un problème qui avait du sens pour nous, qui apportait de la valeur, en fait, à la société, qui nous permettait d'être challengés en permanence intellectuellement, qui nous faisait apprendre et qui nous faisait prendre du plaisir, tout ça dans un environnement chaleureux et bienveillant. Et c'est ça qu'on a voulu construire et ce qui nous drive, en fait, chez Captain Contract. Et ça a beaucoup d'implications par la suite. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place ce mode d'organisation. Ça, c'est juste parce qu'on entend souvent des créateurs de start-up se comparer à je veux être le Facebook européen ou le Google machin. Moi, ça me fait un peu chier. Et du coup, je pense qu'on peut faire des boîtes avec des choses plus intéressantes que juste un gros claim. Voilà. Alors, juste la vision, c'est quoi? Pour faire rapidement un petit arrêt sur image. En fait, alors la raison d'être, c'est un peu le truc lointain, c'est un peu la mission de la boîte, c'est le truc, c'est le phare qu'on va jamais atteindre, et c'est important quand même de se mettre un phare qu'on va atteindre et de mettre une temporalité. Donc c'est un peu ça la vision. Si on prend l'exemple du navire, et je dis pas ça parce qu'on s'appelle Captain Contract, mais en tout cas c'est une métaphore qui parle pas mal. La vision, c'est un peu le phare, c'est la direction, c'est le truc derrière lequel on devrait tous être focus, et on va dans cette direction-là. La stratégie ou le projet ou l'exécution, ça dépend les termes utilisés, ça va être le comment on y va, quelle route on va utiliser en fonction des vents, en fonction des courants, etc. Et enfin, la culture, c'est ce qui va se passer sur ton bateau. Est-ce que les mecs ils vont tous être dans la cale et tu vas les fouetter? Ou est-ce que en fait, les mecs sont heureux parce qu'ils ont compris quel était leur rôle dans la boîte et qu'ils allaient changer de poste et qu'ils allaient apprendre des choses en permanence pendant le long voyage qui va t'emmener jusqu'au phare? Et ces trois éléments-là, ces trois piliers, c'est les éléments les plus importants quand ton but dans ta boîte, c'est de recruter des gens qui sont exceptionnels et de leur donner énormément de liberté en fait pour qu'ils puissent eux-mêmes et via l'intelligence collective en fait apporter beaucoup plus que ce que toi, cofondateur, tu aurais pu apporter à la base. Pour y arriver, ça, non seulement il faut les recruter, mais il faut aussi les aligner. Il faut aussi leur donner un cap, et c'est ça qu'on a essayé de faire, parce qu'à partir du moment où tu rigidifies trop ton organisation et tu mets trop de process en place, c'est compliqué pour quelqu'un de brillant d'émerger et de prendre sa place et c'est ça qu'on leur demande, qu'on demande aujourd'hui, c'est de prendre plus de place que le cadre dans lequel on est. Et je pense que ça, c'est la condition absolument inévitable d'innovation et de performance. Alors, on a eu 4 obstacles au long de la vie de Captain. Je vais passer du temps un peu, et on va en avoir probablement plein d'autres, je vais passer du temps un peu sur le 2 et le 3. Juste le 1, c'est un peu pré-scale. Alors, le sujet, c'était plus pour les boîtes qui sont en scale. Pré-scale, c'était qu'en fait, au départ, on n'avait pas de vision, ce que je vous disais. Au départ, on était un peu nuls, on n'arrêtait pas de nous dire, en fait, la vision, c'est un truc qui est hyper important. Nous, on n'y croyait pas trop, on faisait plus ça parce que ça avait du sens. Mais très vite, on s'est rendu compte que pour recruter des salariés, quand tu as une vision qui est à une semaine ou à un mois, où tu as juste ta vision, c'est j'ai envie de faire marcher cette boîte, c'est un petit peu compliqué en fait d'attirer des talents. Le deuxième problème qu'on a eu, c'est qu'une fois que tu arrives quand même à recruter des mecs et que tu les as dans ton équipe, c'est comment tu fais pour les manager au quotidien. Alors, il se trouve que quand tu es 10 à 15,
ça va parce que en fait, tu passes beaucoup de temps ensemble. Tu passes beaucoup de temps à Dèche, tu fais beaucoup d'événements, etc. Donc, tes messages en tant que dirigeant, ils passent. Et du coup, tu arrives quand même à driver ton équipe. Mais on verra par la suite, c'est plus compliqué quand tu arrives à une cinquantaine d'équipiers. Et enfin, le dernier point, c'est bien sûr, à partir du moment où vous voulez lever des fonds, ben, au départ, la première levée, donc la levée en seed, ben, il va falloir, soit vous avez déjà du chiffre d'affaires, soit il va falloir essayer de convaincre, soit un produit solide. Mais en fait, généralement, là où ils investissent, les mecs au départ, les VC, ça va être sur ta vision et sur l'équipe. Nous, l'équipe, elle était, j'espère pas trop mal. En tout cas, a priori, ça a plutôt bien marché. En tout cas, la vision, elle était inexistante. Et on s'est fait pas mal bâcher en fait au départ avec les fonds qui n'arrivaient pas à comprendre où on voulait aller et qui n'arrivaient pas à nous faire rentrer dans un modèle. Et du coup, la conclusion de ça, on l'a pas forcément fait, on l'a compris plus tard. Mais je pense que c'est important, s'il y a des co-founders un peu early stage ce soir, de travailler cette vision. Je pense qu'on parle de deux choses à travailler très tôt et qui sont pas forcément très cohérents en fait dans la tête du fondateur qui essaye de trouver un peu son marché et de développer son produit. On lui parle de construire ta vision et de construire ta culture. Mais en fait, c'est au moment où il faut le faire parce qu'à la fin, à partir du moment où tu scales, ça va être beaucoup plus facile. Notamment early stage pour tous ces sujets de recrutement, de management et de financement. Après, le deuxième obstacle, c'est qu'une fois qu'on a réussi quand même, après de nombreuses labeurs, à lever des fonds, on s'est dit, bon, on était vraiment mauvais sur la vision, on va construire une vision béton. Et on a pas mal bossé avec Philippe et on a construit une super vision. Et en fait, on en a fait une présentation. Et là, on a fait un peu le même truc que tous les grosses boîtes. C'est-à-dire qu'on a fait une espèce de séminaire un peu à la con où tu emmènes tout le monde, tu vas au vert et puis tu expliques pendant 2 heures ou 3 heures, tu expliques ta vision à des gars qui, ça les intéresse parce qu'ils sont dans la boîte, mais en fait, ils ne l'ont pas travaillé, ils ne l'ont pas senti, ce n'est pas leur vision. Et du coup, c'est compliqué de les faire adhérer au projet. Et en fait, on s'est retrouvé un peu à se rendre compte qu'on avait des gens qui n'étaient pas forcément hyper engagés en fait, à l'issue de cette vision. Et c'était dommage parce que la vision était vraiment cool, mais en fait, ça n'avait pas créé de l'engagement. Donc, ça ne nous servait à rien d'un point de vue ni recrutement, ni management, d'avoir une vision solide. Du coup, ce qu'on a fait à l'issue de ça, alors on a fait une belle rencontre, c'est une boîte qui s'appelle Fly the Nest. Donc, pour vous le décrire rapidement, et je vais probablement mal les pitcher, mais en fait, leur but, c'est, on va dire que pour l'instant, c'est d'aider les startups à favoriser l'engagement collectif et à leur permettre de mettre en place des méthodes d'innovation alternatives qui permettent en fait à des boîtes de passer les différents échelons et de créer beaucoup d'horizontalité en fait dans les boîtes. Et nous, on a été pas mal charmés à ce moment-là parce que déjà, on avait eu ce problème de vision et puis quand on a levé un peu d'argent et du coup, c'était le bon moment pour le faire. Et en fait, on est parti au vert pendant 2 jours avec toute l'équipe et on a co-construit notre vision tous ensemble. Et ça, ce qui était hyper intéressant, c'est que ça a permis de faire émerger justement l'intelligence collective et ça a permis à chacun de mettre la pierre à l'édifice. Alors, ça demande un certain lâcher-prise quand on est dirigeant d'entreprise parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, votre voix a la même importance qu'un mec en stage qui vient d'arriver. Mais ça, ce que ça permet à chacun de mettre sa pierre à l'édifice et à la fin, quand tu converges vers une vision collective, en fait, la vision de ta boîte, finalement, c'est une vision co-construite et tout le monde est hyper engagé derrière sa vision et tout le monde la connaît par cœur. Et ça, c'est un point qui est très important. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais machin, est-ce que tout le monde est capable de travailler correctement cette vision? La réalité, c'est que ça se travaille aussi en amont. Il y a clairement des messages qui passent au fur et à mesure et en amont de ce moment. Mais en tout cas, ça permet d'hyper bien co-construire la vision et ça crée de l'engagement. Et ça, je pense que c'est très important. Et après, une fois qu'on a cette vision, la vision, c'est bien d'avoir un phare, mais du coup, comment on y va? Et ça manque souvent d'actionnabilité. L'autre point, c'est qu'en fait, quand vous avez des gens brillants dans votre boîte, ils ont un peu tendance à partir dans tous les sens. Donc, c'est pas tout d'avoir un phare, mais c'est aussi important d'avoir comment est-ce qu'on y va et comment est-ce qu'on se focus. Parce qu'en startup, on a ce problème de, on a beaucoup de beaux projets, mais en fait, on n'a pas assez de ressources pour tous les réaliser. Et ça, dans la co-construction de la vision, il y a une deuxième étape en fait qu'on a mise en place qui s'appelle la déclinaison sous la forme d'un frame. On n'a rien inventé, hein, mais c'est Fly the Nest qui nous a pas mal aidé là-dessus. C'est en fait, tu décomposes en fait ta vision en axes de focus. Et ces axes de focus deviennent des résultats mensuels. Et ces résultats mensuels, en fait, sont des projets qui sont portés par des gens
Et des gens, il y a une personne qui est responsable de chaque résultat. Et ça crée énormément d'engagement en fait au sein de la boîte et ça crée beaucoup de transparence parce que tout ça, c'est sur un énorme board Trello où on a la vision long terme, moyen terme, court terme de la boîte, là où on veut aller et quelle est la temporalité. On a les axes de focus et puis on a par verticale les différents mois et les différents résultats pour y arriver. Et l'atteinte des résultats en fait permet d'atteindre la vision. Et quand vous avez fait ça, vous avez un espèce de frame où non seulement tout le monde va dans la même direction, mais tout le monde sait exactement comment y aller. Il y a une notion d'ownership qui est hyper claire, parce qu'en fait, l'ownership des gens, c'est les cartes qu'ils portent dans le master plan. Et tout le monde est très aligné pour y aller. Et donc, ça permet de vraiment mettre les talents individuels en fait, au service du collectif. Et enfin, l'obstacle 4, une fois que tout le monde est aligné et tout le monde bosse bien dans le même sens, il faut arriver à se blairer. Alors, c'est pas aussi fort que ça, mais c'était pour vous réveiller un peu à la fin de l'obstacle 4. En fait, ça, c'est ce qui s'appelle la culture. Donc, c'est bien d'aller tous dans la même direction et de savoir comment on y va. Mais en fait, on peut être tous très différents et pas être adeptes des mêmes choses. Je vous donne un exemple tout con, mais c'est arrivé encore il n'y a pas très très longtemps. On s'est posé la question sur une formalité, sur une manière de l'afficher en fait dans un parcours d'achat client. En fait, tous nos concurrents n'affichaient pas le prix réel et les frais cachés. Du coup, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait nous? Est-ce qu'on est différent d'eux, mais du coup, on va paraître plus cher? Et comment répondre à cette question? Et en fait, on a une valeur, nous, qui est être honnête pour avancer et recevoir sans juger. Et en fait, cette valeur, dans les comportements attendus, c'est juste évident. C'est une valeur de transparence, ça veut dire que en fait, le prix, tu l'affiches, point barre. Et peut-être que tu fais moins de ventes, mais au moins, tu es aligné avec ce que tu racontes et avec ton savoir-être en interne. Et du coup, on est en train d'aller plus loin sur cette partie culture, et je pense que c'est un sujet qui a déjà été abordé à d'autres YOLOcraties, et je pense qu'il y a énormément de choses hyper intéressantes à raconter à ce sujet. Mais c'est en train de devenir carrément un outil de management. C'est-à-dire qu'en fonction des 7 valeurs qu'on a, nous, chez Captain, on a des déclinaisons par comportement et des comportements attendus. Et ça permet à chacun d'arriver à se projeter en mode, en fait, c'est quoi les valeurs que j'incarne vachement bien. Et d'ailleurs, on a des culture reviews entre personnes pour se dire, celle-là, tu l'as incarnée sur ce comportement, celle-là, tu ne l'as pas incarnée pour telle et telle raison. Et ça permet à chacun de progresser et à progresser de manière, non seulement avec son manager lors de perf review, mais aussi avec des personnes de manière très horizontale. Et d'ailleurs, l'entretien valeur, c'est tellement fort chez nous qu'on a créé un entretien valeur dans le processus de recrutement où vous rencontrez 2 personnes avec qui vous n'allez pas travailler en direct, qui vont vous tester en fait sur vos valeurs et voir si ça fit avec votre boîte, avec notre boîte. Et pareil dans l'autre sens. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne tout ça? Chez nous, en fait, on part en fly à peu près tous les 9 mois. Avant, c'était tous les ans. Maintenant, c'est tous les 9 mois. Et je pense qu'on va faire ça tous les 6 mois. Tellement c'est puissant et tellement ça a de l'impact. Au moins autant que le mec dehors. Ça permet en fait, ça permet beaucoup d'engagement sur les résultats. Donc ça, j'en ai parlé. Et aussi d'autonomie en fait sur les différents moyens. Je pense que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que au-delà de ce que vous créez tous ensemble, enfin, la dose d'énergie à l'issue de ces 2 jours. Alors, je parlais des séminaires en fait au début des séminaires de boîte où on est plutôt passif à écouter le truc. Là, en fait, on est très peu assis et on est actif pendant 2 jours. On bosse comme des fous. Souvent, il y a une soirée entre les 2 jours où il y a nécessairement un peu d'alcool et pour décompresser de la journée, ça attaque assez sévère. Mais le lendemain, quand même, tout le monde est réveillé à 8 heures et ça nous permet de bosser en fait dans des bonnes conditions. Et ce qui fait qu'à l'issue en fait des 2 jours, il y a énormément de choses qui sont produites. Et en fait, l'engagement et l'énergie à l'issue de ces 2 jours est juste phénoménal. À tel point que quand on demande aux gens, une fois qu'on a créé tout le frame, la vision, le frame et tous les résultats sur lesquels s'engager, il y a des résultats qui sont juste limite insurmontables, qui sont hyper compliqués et c'est limite une baston entre les gens pour savoir qui va porter ce résultat et qui va être honneur de ce résultat. Tellement à ce moment-là, en fait, on a tellement l'engagement et l'alignement au sein de la boîte est fort. Et après, ce qu'on est en test en ce moment, et là où on est encore en train d'un petit peu effectivement de creuser, c'est qu'en fait, c'est bien de se dire, en fait, on construit le futur, on crée la vision, on crée les axes, on crée du coup beaucoup d'innovation.
En fait, ce que ça permet aussi, ça permet à des gens qui par ailleurs, je sais pas, par exemple, quelqu'un un dev chez nous, va s'engager probablement sur des résultats qui sortent en fait de son scope traditionnel, qui peut s'engager sur des résultats RH, sur des résultats marketing, etc. Donc, c'est toujours à proportion assez minime, c'est plutôt du 20% par rapport à son temps de travail, mais ça lui permet de s'ouvrir et d'apprendre sur d'autres sujets. Et comme l'apprentissage et devenir meilleur de jour en jour, en fait, c'est une valeur qui est importante chez nous, toutes les personnes en fait, qui nous rejoignent, pour elles, c'est important d'apprendre. Et c'est pas seulement important d'apprendre en fait, dans leur domaine, mais c'est aussi important d'apprendre sur d'autres sujets. Et c'est ce que le master plan et ce que le frame permet aussi de faire. Et là où ça commence à devenir un peu compliqué pour une boîte qui scale, et c'est ça qu'on est un peu en train de tester, c'est qu'en fait, en plus de l'innovation et du futur qu'on est en train de préparer, on a des objectifs qui sont très exigeants. On fait à peu près plus de 100% de croissance par an. Donc, en même temps, il y a une espèce de run. Alors, nous, on dit le run, c'est un peu le truc au quotidien qu'on est obligé de faire pour faire du chiffre, pour faire du business. Et puis, le build, c'est un peu ce qu'on construit pour l'avenir. Et ben, il faut quand même pouvoir paramétrer tout ce qui est run et pouvoir suivre tout ce qui est run. Et le master plan, en fait, c'est un master plan qui permet d'atteindre la vision, qui permet d'être très focus en fait sur des axes très spécifiques, qui vous oblige à prioriser et à mettre plein de choses de côté pour pouvoir faire uniquement des choses importantes et urgentes et de les faire hyper bien. À côté de ça, il faut quand même faire tourner le business, il faut quand même faire de l'amélioration continue. Et donc, on cherche une méthode et probablement ça va se faire sous une forme de roadmap sur un Trello avec des objectifs plutôt de build d'équipe d'un côté et de build de boîte côté master plan. C'est un peu les trucs qu'on est en train de tester. Alors, pour ceux qui connaissent les OKR, par exemple, c'est un peu une autre méthode et c'est une méthode qui peut être assez parallèle et comparable. En fait, c'est une méthode pour setter en fait des objectifs de boîte et pour ensuite les décomposer en éléments actionnables et en éléments mesurables pour toujours être hyper carré et hyper logique sur comment est-ce que tu construis la suite de ta boîte. Et toujours donner beaucoup de visibilité et de transparence à tout le monde. Alors, les trois key takeaways, je pense que demain, ce que vous pouvez tout de suite faire, c'est tester en fait votre vision en interne. Alors, c'est un framework qui s'appelle Mission to Metrics, mais en gros, c'est 4 questions que vous pouvez demander un peu au pif à vos collaborateurs. Première question, c'est où va la boîte? C'est quoi en fait le phare de la boîte? La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on y va? La troisième question, c'est à quoi tu sers toi là-dedans? Et la quatrième, c'est comment tu mesures que tu fais du bon travail? Et il y a des notions hyper importantes. Alors, les 2 premières, c'est vraiment vision, stratégie. La troisième, c'est ton rôle. Et en fait, si tu n'es pas au clair sur ton rôle, comment tu vas être heureux en fait en faisant au travail? Parce que je pense qu'on est tous autour de cette table, on est là, autour de cette salle, on est là pour créer de l'impact. C'est pour ça qu'on se lève le matin et qu'on va bosser dans les boîtes dans lesquelles on bosse. Et du coup, c'est important de connaître son rôle et de connaître l'impact et les responsabilités qu'on a. Et c'est comme ça qu'on peut être libre en fait des moyens qu'on met en place. Et le comment tu mesures, ça, c'est un truc qui est propre chez nous, mais je pense que dans plein d'autres boîtes aussi, on est vachement chiant sur la mesure. Pas forcément sur le ROI de chaque action, mais comment est-ce que tu sais que tu l'atteins, en fait, ton objectif? Et du coup, dire je veux être référent sur le juridique en France, en fait, ce n'est pas un objectif parce que ce n'est pas mesurable. Et donc, le sujet, c'est de se poser la question de comment tu vas mesurer ça correctement. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez mettre en place dès demain. Vous posez ces questions à 5 personnes et vous verrez bien si votre mission to metrics est aligné auprès de tous vos collaborateurs et si vous avez fait un bon travail. Et si ce n'est pas le cas, je vous encourage à partir en fly au bout d'1 mois. Alors ça, c'est les 2 jours que vous pouvez passer au vert. Vous pouvez le faire avec Fly the Nest. Comme je suis pas là pour faire trop leur pub non plus, vous pouvez aussi le faire seul. C'est un peu plus complexe, mais le sujet, c'est comment vous pouvez le faire. En fait, il faut réfléchir. Vous réunissez toute votre team et vous vous demandez avec des post-it sur un tableau blanc, en fait, c'est quoi les enjeux de la boîte. Et ces enjeux-là, il va falloir les mettre dans une espèce de matrice à 2 dimensions, qui sont est-ce que c'est un enjeu qui est micro, c'est-à-dire résoudre la page, la landing page bidule, ou est-ce que c'est un enjeu macro, c'est-à-dire s'internationaliser? Et surtout, est-ce que c'est un enjeu qui est court terme, c'est à faire pour demain, ou est-ce que c'est un enjeu qui est long terme? Et ça, vous pouvez le mettre sur un énorme board et ça va créer des espèces de nuages de points qui vont être en fait l'émanation de toutes les idées des gens de votre boîte, ceux qui connaissent bien mieux en fait leur sujet que vous. Et à l'issue de ça, vous allez pouvoir converger tous ensemble vers une vision court terme, une vision moyen terme, une vision long terme. Et à l'issue de ces visions, vous allez pouvoir les décliner par axe, parce qu'en fait, ces différents nuages, au final, c'est vos axes de vision. Et de là, vous allez pouvoir mettre des résultats en place et vous allez du coup construire toute votre
vision jusqu'à la stratégie pour vraiment aligner vos équipes et engager vos équipes. Et enfin, au bout de 3 mois, si vous ne l'avez pas déjà fait avant, c'est de formaliser vos valeurs et les comportements attendus, parce qu'une fois que vous êtes aligné sur la vision et la strat, ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui ont la même colonne vertébrale de valeurs. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas, au contraire, il y a une grande diversité. Donc, il y a une grande diversité de profils en fait chez nous, mais par contre, il y a cette même colonne vertébrale. On est sensible en fait aux mêmes choses. Et comment vous pouvez le faire, ça? Alors, il y a pas mal aussi de contenu sur le sujet. En 30 secondes, je vais forcément devoir synthétiser, mais je pense qu'une manière de le faire, c'est juste de demander déjà en amont. Et ça, vous pouvez le faire dans la dernière demi-journée quand vous partez en fly, par exemple. Vous pouvez demander en amont à toutes les personnes de votre boîte, en fait, c'est quoi ce que tu aimes chez nous? C'est quoi ce que tu n'aimes pas? Et c'est quoi ce que tu améliorerais? Et quand vous posez ces 3 questions-là, alors il y a d'autres manières de le faire avec des portraits chinois, etc. Et ça, c'est plus conceptuel. Moi, j'ai un peu plus de mal avec ça, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, ce que ça permet de faire, c'est ces 3 questions. C'est vous allez pouvoir regrouper. En fait, vous allez voir que les gens... Enfin, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Frédéric Laloux sur la manière de réinventer les organisations, mais en gros, il dit on a 3 cerveaux, en fait. Et c'est vrai, d'ailleurs. Enfin, c'est-à-dire qu'on a 3 endroits dans le corps où on a des neurones. Dans le cerveau, donc ça, c'est tout ce qui est raison. Dans le cœur, c'est tout ce qui est sentiment. Et dans les intestins, il y a des neurones aussi. C'est tout ce qui est quand on dit penser avec ses tripes, c'est ça. Et quand vous demandez à des gens est-ce que t'aimes pas, en fait, vous le faites réfléchir soit par le cœur, soit par les tripes. Ce qui veut dire que ce qui va émerger, c'est des trucs qu'il ressent. Donc ça va rarement être des problèmes rationnels de vision, mais ça va être qui il est en tant qu'individu. Et ça va vous permettre de regrouper tout ça et de faire émerger des valeurs de boîte. Parce qu'en fait, les valeurs de boîte, ce n'est pas les valeurs du dirigeant, c'est les valeurs de l'équipe. Et c'est eux qui l'incarnent, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une méthode assez intéressante qui permet d'avoir des premiers résultats, qui vous permet de faire émerger des premières valeurs et qui vous permet de travailler sur des comportements liés à ces valeurs et d'aligner tous les individus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, voilà. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Il y avait quand même pas mal de similitudes. Il y avait pas mal de similitudes, mais il y a du coup un côté un peu tricky, c'est que je pense qu'en tant que cofondateur, on est les plus à même de travailler la vision au quotidien. Donc, on est les plus habitués en fait dans cet exercice. Donc, probablement que si tu demandes à chacun d'établir une vision, probablement que c'est la vision des cofondateurs qui émerge. Maintenant, la réalité, c'est que c'est une chose d'avoir la bonne idée, c'est une chose de faire adhérer les gens et d'engager les gens. Et en fait, je pense que la vision sur laquelle on a convergé était à 70% ce qu'on avait dessiné au départ. Mais par contre, on a pris du coup beaucoup plus le temps d'expliquer des concepts qui n'étaient pas du tout clairs au départ pour les gens et qui faisaient que du coup, ils ne la comprenaient pas. Ouais, après, tu sais, c'est une vision qui est le phare. Et en fait, dans ta startup, enfin, nous, notre phare à 6 mois, déjà, il bouge sans arrêt. Donc, tous les mois, on pourrait refaire notre phare à 6 mois. Donc, indépendamment de la qualité de ta vision, ce qui est important, c'est vraiment d'aligner les gens. Et en fait, en permanence, tu la remets en question. Et il y a un petit côté quand même, ce qui est intéressant, c'est un petit côté prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que sans être de la magie, mais à force de te projeter en fait dans un futur et de te voir à un endroit, bah, finalement, tu fais des actions au quotidien qui t'y amènent. Et après, ce qu'il faut juste, c'est rebouger le phare un peu en fonction des événements marchés, des choses qui sont liées à ton financement, des choses qui sont liées à de la concurrence, etc. Ouais. Ouais. Ouais, parce que, en fait, et ça, j'ai pas forcément rebondi dessus, mais monter une boîte avec son frère, je sais pas trop pourquoi on l'a fait au départ ensemble. Enfin, on n'a pas théorisé le truc plus que ça, mais en fait, il y a un truc qui est fort quand tu le fais avec quelqu'un de ta famille, c'est qu'en fait, tu as les mêmes valeurs parce que tu viens de la même famille, en fait. Et du coup, on avait ce socle-là. Donc, au début, on l'a pas trop ressenti parce qu'en fait, on était un binôme qui émanait quand même pas mal nos valeurs familiales au sein du premier cercle de salariés qu'on avait. Mais quand on est passé dans un deuxième cercle et qu'on a dépassé ce 10-15 personnes, en fait, on avait beaucoup plus de mal à faire rayonner ces valeurs et c'était important de les formaliser. Et c'est à ce moment-là où, en fait, on s'est rendu compte que c'était devenu un peu scalable parce que c'était plus à nous de les porter, mais c'était à l'équipe de le diffuser. Et c'est là où c'est devenu très puissant, en fait. Ouais.
Je pourrais en parler. Ouais. Alors, jusqu'au dernier fly, c'était pas trop lié. Mais en fait, nous, on les onboard. Alors, on a un Trello d'onboarding. En gros, l'onboarding chez nous, ça dure 1 mois. Et va falloir que tu as plein de trucs à faire le premier jour, première semaine, premier mois. Et le but, c'est que tu sois hyper opérationnel. Et le but, c'est aussi que tu rencontres tous les gens de la boîte en one-to-one. Et en fait, dans tes discussions avec les gens, c'est à ce moment-là où non seulement tu as eu l'entretien valeur pendant ton recrutement, mais aussi après, en fait, tu rencontres les gens qui vont te parler des valeurs qui sont importantes pour eux, en fait, dans les discussions. Et c'est à ce moment-là où tu commences à vraiment bien les intégrer. Et le deuxième point, c'est que je n'avais pas vu le fly, moi, comme un moment où tu peux diffuser des valeurs. Et en fait, c'est un jour un gars qui m'a dit dans la boîte, qui m'a dit, il challenge pas mal au quotidien. Tu vois. Et je lui dis, putain, toi, tu challenges quand même pas mal. Et il me dit, bah, mais je pensais que c'était dans les valeurs. Je dis, oui, ça l'est, mais tu es quand même celui qui le fait le plus. Et il me dit, ouais, mais en fait, je suis arrivé le jour du fly. Et en fly, pendant 2 jours, on fait que ça. Donc moi, je me suis dit, ça fait partie des valeurs. Et effectivement, ça fait partie des valeurs, mais lui, il a vraiment vécu à 300% ce jour-là. Et là, ça a été un autre moment assez puissant qui montrait un peu de qui on était chez Captain Contract, ce moment de fly. Pardon. Ouais. Ok. Déjà, on ne les a pas décrits sur un mot, on les a décrits sur une phrase. Donc, il y en a une qui dit nous sommes des individualités assumées qui formons une tribu bienveillante, attentive à l'épanouissement de tous. Donc, celle-là, en fait, je pense que personne d'autre l'a sur ni Paris, ni en France. Et en fait, il y a plein de messages importants là-dedans. Il y a le fait d'être des individus assumés. Ça veut dire que quand tu arrives chez Captain, tu n'as pas besoin de mettre ton masque. Tu vois, tu es comme tu es à la maison. Des fois, il y en a qui le font un peu trop, mais en fait, ça fait partie du jeu. Tribu bienveillante, c'est un truc qui est important pour nous, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'entraide. Et d'ailleurs, tu vois, je parlais avant de notre vision, il y a le mot aide, mais il y a le mot entraide aussi en interne. C'est un truc qui est vachement cohérent dans toute la chaîne de valeur chez nous. Et le dernier point, c'est le côté épanouissement. Tu vois, nous, par exemple, dans les 4 indicateurs clés de la boîte, il n'y a pas juste des indicateurs business, mais il y a l'IEP chez nous qui est l'indicateur d'épanouissement en fait, des salariés. Et c'est comme ça qu'en fait, on est cohérent aussi avec les valeurs qu'on a. Et je pourrais te les citer, les 6 autres, mais elles sont toutes un peu cheloues comme ça, un peu moins cheloues quand même, mais elles ont toutes leurs particularités. Et ensuite, en fait, on en a surtout décrit des comportements. Qu'est-ce que ça veut dire cette valeur pour nous? Et quels sont les comportements attendus? Tu vois. Ouais. Alors, on n'a pas trop de force, en fait, et pas trop de faiblesse. En fait, on a des valeurs qu'on incarne vraiment. Genre, par exemple, l'honnêteté, c'est un truc c'est des valeurs hyper importantes chez nous. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui triche chez nous, il n'y a pas de tu le feras plus la prochaine fois. C'est terminé, en fait. C'est aussi violent que ça. Parce que cette valeur être honnête, elle est importante et elle est qui on est. T'en as d'autres, c'est plus des valeurs besoins. Par exemple, placer la barre haut et la dépasser. Tu peux pas demander à tout le monde d'incarner à 300% cette valeur. C'est quelque chose en fait qui s'apprend au fur et à mesure et que nous on avait besoin d'avoir en tant que boîte parce que quand tu fais plus de 100% de croissance par an, tu es obligé d'être hyper exigeant sur la performance de tout le monde. Voilà. Par contre, devenir meilleur de jour en jour en apprenant et partageant, bah ça c'est un truc qui pareil, c'est une valeur à avoir en rentrant chez nous en fait, c'est obligatoire. Il y en a d'autres qui sont des valeurs dont la boîte a besoin pour continuer à grandir. Ouais. Alors, Alors, nous, on a une autre valeur qui est garder les pieds sur terre. Donc, par exemple, quand on part en fly, on part dans le 77. Il y en a d'autres qui vont dans d'autres pays. Donc, pour l'instant, on fait ça. Peut-être que demain, et j'espère, on partira au ski ou on fera d'autres trucs. Mais en tout cas, pour te donner un peu la vision du truc, on part au vert, en fait, dans un truc qui s'appelle la Pépinière. C'était le dernier dans le 77. On se retrouve à 9h du mat, on est opérationnel, il y a un petit déj et ce qu'on commence à faire, en fait, il y a un petit discours des cofondateurs où on va un peu parler de ce qui s'est fait avant, ce qui s'est fait après, nous, c'est quoi nos rêves, etc. C'est aussi le moment où, bien sûr,
tu dissémines quelques messages sur la vision et qui va aider en fait les gens à travailler ensuite. Mais en fait, tu forces pas d'idée en fait. C'est-à-dire que si le mec il a une meilleure idée que toi, il la balance et puis c'est réglé. Et donc, au premier atelier, on va se poser pendant 1 heure et demie. Et il va y avoir 2 animateurs et pareil, on va être comme ça et puis chacun a des post-it et va donner des enjeux de boîte. Et c'est ça qu'on met en fait en fonction des axes micro, macro, court terme, moyen terme et long terme. Et c'est ça qui va créer en fait des nuages. Deuxième étape, on va prendre en fait ces nuages de points qu'on va essayer de résumer sous forme d'enjeux globaux. Et on va le faire 4 équipes d'une dizaine, douzaine. Chacun va partir dans son coin et ils vont écrire les visions court terme, moyen terme et long terme par groupe. Ensuite, on se retrouve, ça dure 1 heure et demie. On se retrouve tous ensemble, on converge sur ces 4 visions. Donc, il y a 4 fois une vision court terme, 4 fois une vision moyen terme, 4 fois une vision long terme. On va converger tous ensemble. Et là, c'est le moment un peu chaud parce que mettre d'accord 50 personnes, là, c'est le moment où la personne qui anime ça, elle galère et souvent elle passe le relais parce que en fait, elle prend pas mal dans la gueule. Et donc ça, généralement, ça se finit le midi. Tu vois, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Si tu as déjà fait l'exercice avant. Et ensuite, l'après-midi, une fois que tu as convergé sur ça, tu vas, pour chaque... en fait, à l'issue des enjeux que tu as réussi à émettre, tu vas avoir des axes qui vont se découper. Tu vois, par exemple, si dans ta vision, il y a un sujet de... tu vois, nous, par exemple, c'est d'aider au quotidien. Au quotidien, ça veut dire avoir une plateforme qui te permet d'aider au quotidien. Donc, ça veut dire que c'est un SaaS. Et un SaaS, du coup, ça devient un axe pour nous parce que c'est un gros axe de focus, en fait, sur le court terme. Et derrière, tu refais cet exercice par petits groupes. C'est quoi les enjeux de cet axe? Et à l'issue de ça, tu vas pouvoir avoir la vision, en fait, de cet axe. Et tu vas décliner ta vision court terme, donc globale de boîte, en vision par axe. Et ensuite, c'est hyper facile le lendemain matin de faire tous les résultats qui vont te permettre, qui sont des projets en fait, qui vont te permettre d'atteindre ta vision d'axe. Et c'est l'atteinte de ta vision d'axe, de tous tes axes, qui vont te permettre d'atteindre ta vision de boîte court terme. Ça ressemble à peu près à ça. Enfin, Merci.